Bonsoir, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous d'information ici en Provençal. Au sommaire de cette édition, 2 morts et 2 blessés graves après une fête de mariage à Goult dans le Vaucluse. Des individus cagoulés ont la nuit dernière tué la mariée et blessé grièvement son époux et un adolescent de 13 ans. 3 des assaillants sont toujours en fuite. Un important dispositif est déployé pour les retrouver. Ouverture au public de la Marina Olympique de Marseille, rebaptisée Stade Nautique Florence Artaud. Le site municipal propose désormais à tous de s'initier gratuitement au sport nautique. La déception des supporters et joueurs du RCT après la défaite en demi-finale du Top 14. Hier soir à Lyon, les rugbymen toulonnais ont été battus par l'Union Bordeaux-Bègles 39-24. Et à la une de l'actualité internationale, l'attaque surprise des États-Unis sur le territoire iranien la nuit dernière. Des avions américains ont bombardé 3 des principaux sites nucléaires iraniens, rejoignant ainsi l'offensive d'Israël. Les habitants de Goult, village du Luberon situé entre Gordes et Apt, frappés de stupeur après avoir appris ce qu'il s'est passé près de la salle des fêtes la nuit dernière. Un mariage a tourné à la tragédie après l'irruption violente d'individus lourdement armés. Les précisions de Michel Aliaga et Pauline Sautier. Un hélicoptère qui surveille le village, des gendarmes armés jusqu'aux dents, des hommes cagoulés du GIGN. C'est toute la commune de Goult qui est cadenassée. La scène de crime est inaccessible, barrée par les voitures de gendarmerie. Seuls les pompiers et des camions funéraires ont accès à la salle des fêtes. Vers 4h30, ce sont 4 hommes qui ont attaqué à l'arme lourde la voiture des mariés. Un jeune de Goult rentrait chez lui à ce moment-là. Pour moi, c'était des feux d'artifice. Je savais qu'il y avait un mariage. Donc je me suis dit, faites un peu ça, ils font un peu la fête. Et puis j'ai entendu 5-6 tirs, puis plus rien. Je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose. Le bilan est terrible. La mariée est décédée, le mari, connu des services de police, est grièvement blessé, tout comme un adolescent présent à l'arrière du véhicule. Une proche du couple est légèrement blessée et un des assaillants a été tué par une balle perdue. Le maire de Goult, sous le choc, se pose des questions sur la location de ces équipements. Il n'y a pas de casier judiciaire qui est demandé. Voilà, bon, c'est une question qu'on va se poser maintenant, de savoir si l'on continue, est-ce qu'il faudra aller jusque-là et est-ce qu'on a le droit de le faire. Je n'en suis pas encore convaincu. C'est tout un village qui s'est réveillé choqué ce matin. Sur la place de l'église ou dans les restaurants, on ne parlait que de ça. On est un petit village touristique, estivant. On dit Goult, village caché en Luberon, parce que c'est assez discret, mais là, on va être mis en avant pour des faits qui ne reflètent pas la vie du village. Excusez-moi, vous pouvez quitter la scène, s'il vous plaît? Merci, merci. Les brigades cynophiles et les gendarmes continuent de chercher les 3 fugitifs qui se sont enfuis à pied depuis l'arrière de la salle des fêtes. L'hélicoptère est prêt à redécoller. La traque ne fait que commencer. Dans les Hautes-Alpes, le corps du festivalier de l'Outdoor Mix à Embrun a été retrouvé près d'Embrun, justement, dans la Durance, 2 semaines après sa disparition. C'est un kayakiste qui a fait la macabre découverte. Une autopsie pratiquée à Grenoble devrait permettre de déterminer ce qui est arrivé à l'homme de 43 ans. Plus de détails à lire sur notre site internet. C'était une promesse du maire de Marseille, ouvrir à tous la Marina Olympique, rebaptisée ce matin Stade Nautique Municipal Florence Artaud, 10 ans après la disparition de la navigatrice marseillaise de cœur. Le site accueille à l'année 150 athlètes et des milliers de scolaires. Il permet désormais aussi de s'initier gratuitement au sport nautique. Marielle Lacoste et Emmanuel Zini. Si on veut aller à droite, je vais aller là-bas, je vais pagayer à gauche. À gauche. C'est parti pour une initiation à l'aviron au kayak et même pour certains au polo-kayak. Sous l'œil avisé des parents, bien sûr. C'est la première fois que tu fais du kayak? Oui. Et alors? J'apprends et c'est bien. Pour nos enfants, ça leur fait découvrir des sports qu'ils n'ont pas l'habitude de découvrir et non, c'est vraiment génial. Ici, petits et grands choisissent leur embarcation. 1 an après les Jeux Olympiques, la marina s'ouvre au grand public. Le centre municipal de voile met à disposition de quoi s'initier gratuitement au sport nautique. Le week-end, ce sera accessible aux Marseillaises et aux Marseillais. L'été, c'est tous les jours.
Et c'est évidemment pour ce qui est des initiations à la voile gratuit, puisque nos scolaires vont pouvoir bénéficier désormais gratuitement d'une initiation, des stages de voile auxquels ils n'avaient pas accès auparavant. 6 hectares de bassin rendus aux Marseillais, de quoi rendre le sourire à tous. Alors, c'était comment? C'est très bien. Ouais, ouais, c'est très bien. Franchement, c'est une belle découverte. C'est la première fois qu'on fait ça. Et à refaire, ça nous donne envie de passer l'été ici. But affiché, familiariser les jeunes à l'environnement marin et sa marche. Certains reviennent de navigation un peu rêveurs. C'est aussi pour profiter de la mer et tout. Vu qu'il y a le vent, on regarde la mer, on voit s'il y a des poissons. Tester pour peut-être un jour intégrer le pôle France de voile réinstallé sur place, devenir champion et surtout prendre le large. Également dans le sillage des Jeux Olympiques, le département des Alpes de Haute-Provence souhaite développer les sections de sports adaptés aux personnes en situation de handicap. Exemple avec le club de basket de Digne-les-Bains. Reportage de Véronique Bouvier et Arnaud Delair. Comme tout match de basket qui se respecte, introduction en danse et musique. Pas de folklore, mais une façon de dire « basket fauteuil ou pas, c'est du sérieux ». Ça permet de montrer aux personnes qu'en fauteuil, on a la possibilité de faire des sports, quel que soit le sport, à un haut niveau. Et le fait qu'on rencontre Marseille, qui est déjà un très haut niveau, ça permet de montrer que ce n'est pas juste d'être en fauteuil, on a la possibilité d'avoir un bon niveau et même être compétitif. Marseille en bleu, une équipe de non-valides en face d'une équipe mixte en violet. Objectif, créer de nouvelles sections d'e-sport. On essaye d'attirer toujours voire une ou deux personnes en situation de handicap. Et c'est ces choses qu'on arrive à faire. Chaque fois qu'on fait les sensibilisations, des démonstrations, on était comme ça. On arrive toujours à récupérer quelqu'un, à motiver quelqu'un. Après, c'est aux différents comités départementaux d'aider financièrement les clubs à s'équiper. Premier objectif, c'est de convaincre le maximum de clubs de s'ouvrir au handicap. Après, nous, on aide à la formation, à l'acquisition de matériel. On achète du matériel qu'on prête au club. Là, on a acheté 20 fauteuils handisport qu'on prête aux clubs différents qui en ont besoin. En attendant, ce match entre valides et personnes en situation de handicap s'est déroulé sans concession, avant l'inévitable photo souvenir pour montrer que le sport est vecteur d'intégration. Toujours dans l'actualité sportive, l'élimination du RCT aux portes de la finale du Top 14. Hier, à Lyon, les rugbymen toulonnais se sont inclinés face aux champions d'Europe, les Girondins de l'Union Bordeaux-Bègles. Retour sur cette soirée avec Mathias Julien et Ali Martiniki. Il y a des visages qui ne trompent pas. Le match n'est pas encore terminé, mais c'est sûr, Toulon n'ira pas en finale du Top 14 cette année. À l'image de cette percée de Melvin Jaminet, les Rouges et Noirs ont beaucoup tenté, mais ont manqué d'efficacité pour espérer l'emporter. En conférence de presse, le soupir de Pierre Mignoni en dit long sur la frustration. On a été amorphe sur la continuité du jeu, et ça c'est signe de fragilité, tu vois. Symbole de cette fragilité, les nombreux ballons rendus à l'adversaire. Des erreurs et des approximations qui se paient cash, l'Union Bordeaux-Bègles n'en demandait pas tant. On a perdu le ballon trop facilement et on a, comme on dit, on a un peu donné à manger à eux et à leur, en fait, pour vraiment mettre le feu chez leur ligne arrière. Aujourd'hui, on est tombé sur une équipe de Bordeaux qui est plus pragmatique, plus sérieuse. Elle est venue quelques fois, elle a scoré tout de suite. Et nous, c'est vrai qu'on a un petit peu trop d'erreurs, un faute de main notamment. Et puis tu cours derrière le ballon. Malgré cela, Toulon s'accroche. En toute fin de première mi-temps, le club varois recolle même au score grâce à cet essai de Leicester Faïganoukou. Mais au retour des vestiaires, l'UBB accélère, un essai d'entrée, puis un carton jaune sur cet en avant volontaire de Mathias Alagahu font basculer le match. 2 essais en 2 minutes, tout va trop vite pour les Toulonnais, score final 39-24. Les supporters du RCT, eux, sont abattus, mais lucides. Aujourd'hui, Toulon, ils ont joué une mi-temps. Et aujourd'hui, je pense que la meilleure équipe, elle a gagné. L'équipe la plus constante toute la saison a gagné. Hier soir, la marche était encore trop haute pour le RCT. Toulon devra encore patienter. Place maintenant à des vacances bien méritées.
Lui était trop maigre pour intégrer une section de rugby. Ghislain Ponticaccia s'est mis au culturisme il y a 20 ans. Ses efforts pour développer sa masse musculaire ont été récompensés puisque ce Toulonnais a été sacré à La Ciotat vice-champion du monde de culturisme. Une belle revanche pour ce trentenaire longtemps complexé par son physique. Place à notre entretien politique du dimanche soir. Olivier Gerby vous présente son invité. Bonsoir à tous. Qui s'installera dans le fauteuil de maire de Marseille en 2026 ? À 9 mois des élections municipales, les états-majors élaborent leur stratégie. Mais ce soir, nous avions envie de nous intéresser à la droite marseillaise. Qui pour incarner le renouveau ? Quelle place pour le centre ? Des questions auxquelles tente de répondre un collectif. Son nom, Une génération pour Marseille. Son leader, Romain Cimarano, que je suis heureux d'accueillir sur le plateau d'Ici Politique. Bonsoir. Installez-vous, je vous en prie. Merci d'être avec nous et nous allons parler de votre projet, bien sûr, de vos ambitions et de vos opposants politiques. Je vous ai entendu dire dans des interviews récentes à propos de Benoît Payan qu'il avait fracturé cette ville. Sur quoi vous basez-vous pour affirmer cela ? La réalité, c'est que depuis 5 ans, Benoît Payan a récupéré le fauteuil de maire qui avait été obtenu par Michel Rubirola par l'élection. Et il a voulu faire croire aux Marseillais qu'il allait réussir à réunifier cette ville, retisser, consolider la fracture nord-sud, être en mesure en réalité d'être ce jeune maire ambitieux, capable de redonner du souffle. Et il a fait exactement l'inverse. C'est un peu le constat qu'on fait depuis 1 an et demi avec Génération Marseille. C'est qu'avec la sécurité, par exemple, qui est, il faut se le dire, une attente fondamentale des Marseillais, il a été capable de faire un moratoire sur les caméras de vidéoprotection pendant 3 ans et demi. Ce qui veut dire que pendant 3 ans et demi, vous n'avez eu aucune caméra de vidéosurveillance posée dans cette ville, avec des nœuds de trafic de drogue qui sont installés en centre-ville. Alors, vous parlez des caméras, mais on va parler effectif police municipale. Il y a des chiffres. En 2020, la ville comptait 422 policiers municipaux. Au 28 février 2025, elle en comptait 613. Et l'objectif en 2026, c'est 800 policiers, a priori. Ils ont doublé en 5 ans, c'est pas mal, non ? Alors s'ils finissent par doubler en 5 ans, je serai totalement d'accord avec vous et vous pouvez compter sur nous pour applaudir dès demain. La réalité, c'est que sans rentrer dans une bataille des chiffres, on est dans de la communication pure. On parle de ceux qui ont été recrutés, on en arrive à des chiffres, mais on ne parle pas de ceux qui sont partis. Et quand vous lisez ces derniers temps beaucoup d'articles de presse qui se sont intéressés à notre police municipale, vous vous rendez compte que ça va mal dans notre police municipale. Il y a un mal-être, il y a une situation très difficile pour des agents qui au quotidien sont aux côtés des Marseillais et qui quittent cette police municipale et les chiffres ne sont pas comptabilisés. Je ne crois pas que ça intéresse beaucoup ceux qui nous regardent ce soir de faire la petite guéguerre des chiffres. Par contre, ce qui est dans le ressenti des Marseillais, ce qu'on vit au quotidien, c'est que ça se tend chez nous. Vous feriez mieux si vous étiez à la tête de la mairie de Marseille ? Ce qui est certain, c'est qu'on ne ferait pas un moratoire de 3 ans sur la vidéoprotection qui laisse des points de deal s'installer. On ne serait pas dans une configuration où on lâcherait complètement sur un certain nombre de trucs du quotidien. Je vous donne un exemple qui est le centre-ville. Comment vous pouvez accepter en tant que maire que vous ayez des vendeurs à la sauvette partout sur le Vieux-Port, dans les rues et ces rues Paradis, rue Saint-Féréol, Canebière, qui sont un peu notre vitrine, qui sont aussi l'endroit où on a tous grandi, où on a tous évolué et qu'on aime encore voir, dans lesquels on aime encore vivre. Ça, on ne le ferait pas. Et par contre, si on a demain une vraie conscience du retard qu'on a sur la sécurité et qu'on propose aux Marseillais avec un peu d'énergie, un peu de souffle, de vraies options technologiques pour améliorer la sécurité dans les rues de Marseille, qu'on arrive avec des idées nouvelles, qu'on est capable de dire comment on se sert de la reconnaissance faciale, de l'intelligence artificielle, d'outils qui permettent d'améliorer les enquêtes, le travail des policiers, ça je suis sûr qu'un maire est capable de le faire et ça n'a pas été fait par le maire sortant. Alors vous êtes proche de Renaud Muselier qui soutient Martine Vassal. On attend sa candidature pour 2026, ça ne s'est pas encore prononcé. C'est une bonne candidate, Martine Vassal. C'est une excellente candidate. Et il ne faut pas lui en vouloir de ne pas être déclarée aujourd'hui. Elle le fera certainement à l'avenir, et je l'espère en tout cas. Pourtant, elle a perdu en 2020 dans un secteur, c'est le Sissuy, qui était historiquement à droite. Tout à fait. Quand vous regardez bien les choses, aujourd'hui, on est dans une situation hallucinante. À cause de certains Parisiens soutenus par Benoît Payan, on ne sait même pas aujourd'hui quel va être le mode de scrutin pour les élections municipales. On est à 8 mois et on ne sait pas si on va élire le maire par le jeu des secteurs comme depuis 40 ans ou si on va le faire en liste unique. Moi, je veux bien tout et on est capable de gagner dans toutes les configurations. Mais il faudrait qu'à un moment, on soit fixé. Et donc, c'est normal que les candidats divers et variés ne soient pas encore tout à fait affirmés. Mais pour vous répondre à propos de Martine Vassal, c'est vrai qu'en 2020, elle a perdu cette élection. Mais depuis, elle n'a pas fait comme les autres. Elle ne s'est pas mise dans son coin, à bouder, à dire « les Marseillais ne m'ont pas compris ». Non, elle a travaillé
en tant que présidente de la métropole, en tant que présidente du département, elle a apporté des solutions. Je vous donne un exemple de la vie de tous les jours. C'est le pôle mère-enfant de la Timone. Si on l'a l'année prochaine, c'est grâce à Martine Vassal, c'est parce qu'elle a réussi, à convaincre l'État d'y aller, et mobiliser les moyens du département pour le faire. Alors, un sondage a été publié au mois de mai, un sondage Ipsos. On voit très nettement que l'extrême droite, en cumul, arrive en tête. Martine Vassal obtiendrait 23%, le Benoît Payan 25%. Elles sont où vos réserves à droite ? Bon, vous savez, on est à un moment où si on commence à faire des petits calculs d'apothicaire sur les municipales, on ne va jamais y arriver. Ce qu'il faut, c'est avoir un projet, une équipe, un collectif, derrière un candidat, capable de dire voilà comment on va travailler à Marseille dans les 7 ans qui viennent. Mais vous avez raison de souligner l'extrême droite, parce que je crois que personne, en tout cas dans nos familles politiques, n'a envie de voir M. Alizio, qui est député de Marignane, devenir maire de Marseille, ou M. Ravier, qui a été maire du 13-14 et qui a été battu ensuite, devenir maire de Marseille. Donc on doit quand même avoir vis-à-vis de l'extrême droite une position super clair. Vous feriez alliance avec les écologistes ? Avec les écologistes raisonnables, ceux qui sont pour la croissance, ceux qui n'ont pas peur qu'on fasse l'électrification à quai des navires sur le port de Marseille et qui sont capables de faire ce subtil équilibre entre l'économie, l'emploi, ce qui donne à manger à nos familles, et de l'autre côté l'environnement et la protection de la qualité de l'air ou des eaux. Oui, cela bien sûr. Mais par contre, il y a une ligne rouge, ce sont les extrêmes en général. C'est-à-dire que l'extrême droite, il faut bien être clair. 1, ce n'est pas une solution pour Marseille, et 2, toute alliance serait mortelle pour notre famille politique. Alors, il nous reste moins d'une minute. Est-ce que vous serez candidat à la mairie de Marseille ? Écoutez, vous êtes à la tête d'une génération pour Marseille. Je crois qu'il faudra qu'une fois qu'on connaît le mode de scrutin, qu'on se prononce tous. Je suis représentant ce soir auprès de vous d'un collectif. Ce sont plein de jeunes gens qui ont entre 25 et 40 ans, qui ont soit un parcours dans la vie de tous les jours, qui sont des chefs d'entreprise, des patrons de restos, de bars, qui sont des acteurs de Marseille, soit des politiques, des élus, avec un vrai savoir-faire, une vraie compétence. Et vous savez, c'est un collectif qu'on dit de jeunesse, mais au-delà d'être jeune, on est surtout prêt, et on est prêt à porter ce dont on est capable dans cette élection. En tout cas, on mènera le combat. Donc vous pensez que la droite peut revenir en 2026 à la mairie de Marseille ? Vous savez, ce n'est pas l'enjeu. Je crois que personne à Marseille n'a envie de voir la droite revenir. Par contre, les Marseillais, ils attendent peut-être que les gens de droite, du centre, les écolos raisonnables que vous avez cités tout à l'heure, les sociodémocrates qui ont une idée claire de ce qu'ils veulent pour Marseille, se mettent ensemble, portent un projet et soient capables d'apporter des solutions pour demain et une vision à 40 ans de la ville. Il faut les deux. Merci Romain Cimarano d'avoir été notre invité. Prochain rendez-vous dimanche prochain et ce sera le dernier avant la saison estivale. Très belle soirée à tous. On en vient à l'actualité internationale dominée par l'attaque surprise des États-Unis la nuit dernière contre l'Iran. Des bombardiers furtifs américains ont visé 3 des principaux sites nucléaires iraniens. Selon le Pentagone, l'opération militaire est un succès. Le récit d'Alexandra Ley. À l'intérieur de cette pièce secrète de la Maison-Blanche, la Situation Room. Donald Trump et ses plus proches conseillers suivent avec attention le déroulé de l'opération en Iran, avant de s'en féliciter. Aujourd'hui, je peux dire au monde que les frappes ont été une réussite militaire spectaculaire. Les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été intégralement et totalement détruites. L'Iran, le caïd du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix. S'ils ne le font pas, les prochaines attaques seront bien plus importantes et bien plus faciles. De ces frappes américaines en Iran, quelques rares images nous parviennent. Une explosion sur ce site nucléaire, ou là encore, une épaisse fumée noire. 3 principaux sites ont été frappés, Ispahan, Fordo et Natanz. 25 minutes d'une opération américaine en Iran, nom de code, Midnight Hammer, marteau de nuit. Juste avant que le groupe de frappe n'entre en Iran, un sous-marin américain a lancé plus de 2 douzaines de missiles de croisière terrestre Tomahawk contre les cibles du site Ispahan. Puis des bombardiers B-2 de ce type, partis du Missouri, entrent en action. Certains d'entre eux sont partis dans un sens pour faire diversion. 7 ont pris la direction de l'Iran avec cette bombe, la GBU-57, jamais utilisée jusqu'alors. À 2h10, heure d'Iran, le B-2 de tête a largué 2 GBU-57, des armes à pénétration massive, sur un premier endroit à Fordo. À Fordo, ces petits trous montrent les endroits où les bombes sont entrées, à 60 mètres de profondeur avant d'exploser. Au total, 14 bombes ont été larguées. On ignore pour l'heure l'ampleur des dégâts.
L'AIEA assure que les niveaux de radiation n'ont pas augmenté. Cette intervention américaine est une victoire politique pour Benyamin Netanyahou. D'abord vient la force, ensuite vient la paix. Et ce soir, le président Trump et les États-Unis ont agi avec beaucoup de force. De son côté, l'Iran se dit prêt à se défendre. La République islamique d'Iran continue de défendre le territoire, la souveraineté, la sécurité et le peuple iranien par tous les moyens nécessaires. Une réunion d'urgence des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU se tient de nouveau ce soir. Les efforts diplomatiques. La réponse iranienne ne s'est pas fait attendre. Téhéran a tiré 2 vagues de missiles en direction d'Israël. Des immeubles ont été totalement détruits à Tel Aviv et ses environs. Luc Lacroix, Yann Moine et Ludovic Lavieille. Sirène d'alerte tôt ce matin à Tel Aviv. Et détonation de la défense antiaérienne. Les missiles sont déjà au-dessus de la Cisjordanie. Les journalistes filment des projectiles qui terminent leur course dans la mer. Mais sur la vingtaine de missiles iraniens, plusieurs n'ont pas été interceptés, comme ici à Tel Aviv. Dans ce quartier huppé, cet immeuble d'habitation a été complètement soufflé par l'explosion. Je ne comprends pas pourquoi ils visent ce quartier. Il n'y a pas de cible particulière ici, que des civils, un centre commercial et des maisons de retraite. C'est le prix à payer avec ce que fait Israël et ce que fait Israël qui est bien, mais c'est aussi le prix à payer malheureusement qu'on a aujourd'hui. C'en est trop pour ce couple qui quitte Tel Aviv pour aller se réfugier chez des proches. Là, on est dans le centre-ville, là où ils visent et où ils essaient de nous cibler. Et même s'ils visent aussi la banlieue, si quelque chose se passe, on a un abri là-bas et au moins on sera en famille. Un peu plus au sud de Tel Aviv, ce lotissement a été frappé au cours de la même salve de missiles iraniens. Cette jeune femme était réfugiée dans un abri souterrain. Sa maison est dévastée. Presque tout est cassé. Elle soutient les frappes américaines sur l'Iran. Je pense que l'on est tous d'accord que c'est bien. Les Iraniens ont des armes très dangereuses et ce sera bien pour le monde entier qu'elles soient détruites. Tout au nord d'Israël, la ville d'Haïfa a aussi été touchée. Ici en Israël, tout le monde se demandait quelle serait la riposte iranienne après les bombardements américains de cette nuit. En envoyant ces missiles, l'Iran a donné une partie de la réponse. Cette attaque américaine de grande ampleur aurait donc porté un coup au programme nucléaire iranien. Pour autant, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou semble déterminé à poursuivre son offensive, annonçant une nouvelle série de frappes. À Tel Aviv, on retrouve Arnaud Miguet. Israël a continué de frapper des cibles militaires en Iran toute la journée. Ces 10 premiers jours de guerre ont donné des résultats plus que satisfaisants pour Benyamin Netanyahou, accrus par l'intervention américaine sur ces sites nucléaires. Israël a la contrôle du ciel iranien. Les rampes de lancement de missiles sont détruites à 40%, mais Israël n'aurait pas encore atteint tous ses objectifs. Il resterait en Iran des centaines de missiles balistiques et un régime, celui des ayatollahs, qui souhaitent toujours la destruction de l'État hébreu. Benyamin Netanyahou ira-t-il jusqu'au changement de régime en Iran ? Tout est possible, l'idée est clairement évoquée par les cercles du pouvoir ici, mais en attendant, le chef de guerre, le Premier ministre, semble avoir redoré son blason au sein de son opinion publique, qui soutient dans sa grande majorité la guerre. En France, un conseil de défense et de sécurité nationale a lieu en ce moment même à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Au cœur de cette réunion, notamment la situation des ressortissants français encore présents au Proche et Moyen-Orient. Christelle Méral. À l'Élysée, un conseil de défense et de sécurité nationale vient de commencer. Il est à nouveau convoqué après les attaques américaines sur des sites nucléaires en Iran. La France n'a pas été prévenue de ces attaques et se dit préoccupé. Le Conseil va permettre de revenir sur la position de la France. Emmanuel Macron appelle à la désescalade et à la reprise des négociations. Le chef de l'État qui, depuis ce matin, multiplie les échanges avec des responsables de la région, y compris le président iranien. Par ailleurs, Emmanuel Macron indique tout mettre en œuvre pour accélérer le départ de ceux qui le souhaitent. Il y a 1 millier de Français en Iran et ils sont environ 200 000 Français en Israël. Le Quai d'Orsay a d'ailleurs affrété un avion ce soir depuis Amman pour permettre à des Français basés en Israël de rentrer. D'autres rapatriements devraient être évoqués ce soir
lors de ce conseil. Dans le département de l'Aisne, on en sait plus sur les intoxications alimentaires sévères qui ont touché 18 enfants. Elles sont dues à la bactérie E. coli. Une fille de 12 ans est décédée lundi. Les rayons boucherie de 2 supermarchés et 4 boucheries ont été fermés préventivement dans l'attente de ces analyses qui viennent donc d'être dévoilées. Retour en Provence-Alpes. Alors que les écrans hypnotisent grandement les enfants, les jeux de société font tout de même de la résistance. Illustration à la ludothèque de Draguignan avec ce reportage de Maxime Menneveau et Alexandre Dequitte. Les blancs, ce sont des pontons et les marrons, ce sont des ponts. Séance ludique pour Mayana. Cette dracénoise s'essaye au jeu des ponts, un jeu hérité du Moyen-Âge que ses passionnés lui font découvrir. J'aime bien parce que c'est marrant, on s'amuse, on rigole et on peut jouer avec tout le monde, on peut jouer à plusieurs et voilà. Et on a aussi des jeux plus anciens qui se jouaient à l'époque des Grecs, donc 1000 ans avant Jésus-Christ à peu près, et même on a un jeu qui s'appelle le jeu du Méhen qui date des Égyptiens. Des jeux anciens, mais aussi des jeux plus récents. Dans les jardins d'Anglès, à Draguignan, petits et grands se régalent. Ce papa et sa fille s'affrontent sur ce jeu en bois bien connu. Aujourd'hui, on fait juste ce petit jeu de construction, mais à la maison, on joue à beaucoup de jeux de société, pour enfants et également pour adultes. Là, vu qu'elle a 10 ans, ça commence à jouer à toutes sortes de jeux. Et là, elle va vous battre ou pas? Là, elle est en train de me battre et elle prend de l'avance là, à cause de vous. Qu'est-ce qui te plaît dans ce jeu? Explique-nous. Parce que j'aime bien battre papa au jeu. Tout simplement. Plusieurs dizaines d'ateliers sont accessibles gratuitement, le tout encadré par les agents de la ludothèque. Et contrairement aux idées reçues, face aux écrans, les jeux traditionnels ont toujours leurs adeptes. Voilà, bravo Ali. Il y a vraiment des jeux pour tout joueur. Et je crois que les gens, ce qu'ils recherchent en ce moment, c'est vraiment de recréer du lien et de faire des rencontres en même temps autour d'un plateau et moins par écran interposé. Un engouement qui n'est pas près de s'arrêter. Chaque année, environ 800 nouveaux jeux sont édités. À Avignon, les bains Pommer sont de nouveau accessibles au public 53 ans après leur fermeture. Mais plus question de s'y baigner, la ville les a restaurés et transformés en musée. Immersion avec Frédéric Roche et Alban Poitvin. En cette période de forte chaleur, je vous propose une visite rafraîchissante. Nous sommes dans les bains Pommer. Ils étaient fermés depuis 1972. Ils ont rouvert. C'est un musée et une plongée dans l'histoire. Sur 2 étages, près de 50 cabines numérotées avec douche ou baignoire. Ces équipements ont fonctionné de 1891 à 1972. Au tout début de la première période de fréquentation des bains Pommer, c'est une clientèle plutôt huppée qui va fréquenter les lieux et qui va bénéficier de soins d'hydrothérapie, tandis que peu à peu, notamment après la Seconde Guerre mondiale, les bains Pommer auront une vocation beaucoup plus sociale, avec une population qui n'aura pas de salle de bain à domicile. Dépêchez-vous, c'est fini, c'est fini. Alors, il fallait sortir, quoi. Mais sous la douche, je ne traînais pas trop. Il n'y avait que dans les bains qu'on traînait. Mais les bains, j'en ai pris qu'une seule fois. En 1972, les bains sont définitivement fermés au public. L'arrière-petite-fille du fondateur, Elisabeth Pommer, va en prendre soin pendant 40 ans et les léguer à la ville en 2017. Pendant toutes ces années, quasiment toute seule, elle a vraiment entretenu les bains comme s'ils allaient réouvrir le lendemain matin, en fait. Donc c'était assez impressionnant. Enfin, moi, la première fois que j'ai visité le lieu, j'étais pas encore maire d'Avignon. Et on avait l'impression qu'ils avaient fermé juste la veille, quoi. La ville et différents organismes publics vont investir plus de 6 millions d'euros sur cet édifice qui comprend des logements et ce musée, 520 mètres carrés, baigné du charme de la belle époque. Le public aura dû attendre plus de 50 ans pour accéder à nouveau au bain Pommer, un site classé au monument historique. Il se visite du mardi au dimanche et en nocturne, le jeudi. C'est l'artiste français le plus écouté au monde. Le DJ David Guetta a choisi le Stade Vélodrome de Marseille pour son premier stade en solo. Un spectacle grandiose pour la soirée de la fête de la musique. Mélanie Frey et Emmanuel Zini y ont assisté. Marseille, ça chauffe ou ça chauffe pas? Ça chauffe grave. Le Vélodrome version boîte de nuit géante. Dedans, la star des DJ et 65 000 fêtards prêts à enchaîner 25 ans de tubes.
je le suis. Je suis fan, on est là avec les copines. Ouais. Donc moi je viens de la région nantaise pour le voir. C'est le concert d'une vie. Un concert hors norme. L'artiste aux 50 millions d'albums vendus ne lésine pas sur les moyens techniques, même si son truc à David Guetta, c'est de rester connecté à l'instant T. Je suis un DJ et c'est ça la force d'un DJ pour moi par rapport à un groupe qui joue. Le groupe, il ne peut pas vraiment changer ce qu'il a prévu. Moi, je lis le public, je sens les gens et je vais un peu plus à gauche et un peu plus à droite en fonction des gens et c'est ça la magie pour moi du DJ. Et parce que c'est son premier stade en solo, à jamais le premier, le DJ assure une spéciale dédicace aux Marseillais dans le temple de l'OM. Et quand Guetta s'empare de Jul, ça donne ça. Mais au bout de la nuit, plus qu'une surprise, une apothéose qui s'appelle Black Eyed Peas. David Guetta entre dans la légende marseillaise. Il a mis le feu au Vélodrome. Merci à vous, merci à vous, merci. Avant de se quitter, je vous rappelle l'une des principales informations: 2 morts et 2 blessés graves après une fête de mariage à Goult dans le Vaucluse. Des individus cagoulés ont la nuit dernière tué la mariée et blessé grièvement son époux et un adolescent de 13 ans. Un des assaillants est mort, les 3 autres sont toujours en fuite. Ainsi se referme cette édition. Dans quelques instants, Stade 2, puis la série policière Vanina, meurtre en Sicile. Je vous souhaite une très agréable soirée.